Gaël et Ellie vont nous parler de leurs ressentis en tant que personnes transgenres. Gaël, avec son sourire chaleureux et sa détermination, et Ellie, avec sa douceur et sa force intérieure, partagent un parcours marqué par des défis et des victoires. Se promener dans l'espace public peut être une épreuve, car ils doivent faire face à des regards curieux ou des remarques blessantes. Ils trouvent du réconfort et de la solidarité au sein de la communauté LGBTQ+, où ils peuvent être eux-mêmes sans crainte. Par leurs témoignages, Gaël et Ellie espèrent inspirer un changement positif et promouvoir une société plus inclusive et bienveillante. Coucou Ellie, coucou Gaël. Hello. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour aborder un peu la manière dont on traverse l'espace public ou les endroits collectifs, que ce soit en rue ou d'autres endroits. Pour démarrer, est-ce que, d'une manière générale, vous aviez envie de nous partager un peu la manière dont vous traversez cet espace public? Qui commence? Comme tu le sens. Gaël? Ouais, donc moi, en tant que personne trans masculine, du coup, depuis que j'ai un passing plutôt masculin, ça va. J'ai vu la différence, en fait, avant et après ma transition. Donc je suis un peu moins stressé. Et il y a juste... Enfin, hier, en fait, j'ai fait un tour donc, avec le chien. Et puis, j'ai dû le ramener parce que je devais aller dans une épicerie, enfin bref. Et c'était le soir, donc... et là, je me suis dit... ah, mais c'est vrai, en fait, je suis là, seul, il pourrait m'arriver un truc. Mais c'est vraiment des moments comme ça, alors qu'avant, c'était vraiment... Avec un passing féminin, c'est plus... donc la manière d'être perçue comme une femme, c'était vachement plus flippant que maintenant. Oui, c'est ça. Tu as vu cette différence, en tout cas, Ouais. avec ta transition. Et toi, Ellie? Ben moi, c'est assez particulier parce que comparé au discours qui est souvent mis en avant, mais c'est vraiment moi qui suis un cas particulier, j'ai pas vraiment ressenti de différence entre le avant et le après. Je pense surtout que c'est dû à un peu une attitude que je prends d'être sûr de moi, enfin en tout cas de paraître sûr de moi dans l'espace public et dans la rue, qui font un peu que les gens ont plus de difficultés soit à m'aborder, soit à prendre le temps, ne serait-ce que de me regarder ou de voir ce que je fais ou juste comment je vais. Donc juste je traverse l'espace public en ligne droite d'un point A à un point B et les gens n'ont pas le temps de m'interpeller à mi-chemin en fait. Donc ne serait-ce que pour avoir des réflexions ou des regards ou... Et puis il y a aussi le fait que du coup je passe beaucoup outre, même si j'ai remarqué depuis ma transition que fatalement oui il y a beaucoup de gens qui regardent, qui jasent et qui causent dans le dos, mais j'ai rarement eu des personnes qui viennent frontalement venir chercher la confrontation. Mais cette manière, du coup, de traverser, en étant sûr de toi, en ligne droite, est-ce que ça, c'était déjà là avant ou c'est quelque chose que tu as plutôt conscientisé depuis ta transition? Non, c'est quelque chose qui était plutôt déjà là avant, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment ressenti de différence, ne serait-ce que les quelques regards qui, évidemment, du coin de l'œil, on les voit. Il n'y a rien à faire, mais... Non, je pense plutôt que c'est lié plus à mon parcours personnel que par rapport à ma transidentité, cette manière de traverser l'espace public. Et tu sens la différence, par exemple, quand vous êtes à plusieurs parce qu'il y a une manière de tenter d'être pas trop visible, par exemple, dans ce que j'entends, mais si on est à plusieurs personnes LGBTQ+, plusieurs personnes trans, alors là, cette stratégie, j'ai l'impression qu'elle marche un peu moins bien. Non, c'est que c'est même pas qu'elle marche moins bien, c'est que du coup, on cherche pas à la mettre en avant, vu que le fait d'être en groupe, finalement, on n'en a pas besoin. Parce que du coup, les gens vont encore moins avoir, entre guillemets, le courage ou l'audace, dirais-je, de venir chercher la confrontation, parce que justement, il y a cet effet de groupe-là qui permet aussi de relâcher la pression et de se dire on est ensemble, on est à plusieurs, donc il y a moins besoin d'être sur ses gardes, quoi. Oui, c'est ça. Toi, Gaël, c'est un peu aussi ça que quand on est en groupe, que tu ressens? Ben, plutôt... c'est la même chose, quoi. Moi, c'est surtout par rapport aux autres personnes qui sont avec moi qui seraient plus mal à l'aise et qui recevraient des réflexions et tout, mais moi, personnellement, j'en reçois pas. Donc voilà.
Ok. Et est-ce que ce soit avant ta transition ou depuis, il y a des stratégies d'évitement, par exemple, que ou essayer de désamorcer des potentielles violences ou des risques d'insécurité? Déjà, oui, je regarde s'il n'y a pas un groupe de personnes, par exemple le soir, etc. Mais un peu comme tout le monde. Mais c'est pas vraiment par rapport à la transidentité, c'est vraiment l'apparence et tout, parce que je me balade de manière habillée un petit peu, on va dire, hein, comme une personne homosexuelle, hein, tu vois, avec les boucles d'oreilles, les trucs. Donc je fais attention un peu à ça, mais ça va. Mais je me souviens d'un incident que j'ai eu quand j'étais pas encore out et surtout pas en transition donc médicale. Donc j'avais encore un passing féminin. J'étais à un arrêt de bus et il y a un gars qui est arrivé de manière un peu bizarre. J'ai flippé, quoi. J'ai appelé mon ex. J'étais, viens, il y a quelqu'un. Je me sens pas à l'aise. Alors que maintenant, ça m'arrive plus tant que ça. Puis on avait discuté aussi du fait de passer. Enfin, moi, j'habite près du parc Louise-Marie. Donc, je me balade parfois le soir avec mon chien dans le parc. Et donc, on s'est dit, bah oui, le chien, ça dissuade aussi, c'est vrai, mais on avait fait l'expérience, donc Alex, qui est une femme, cis, qui s'est baladée avec le même chien dans le parc, s'est quand même fait emmerder, donc... Ça n'explique pas tout. Voilà, ça n'explique pas tout. Le chien n'explique pas tout. Voilà. Et on parle beaucoup d'une plus grande visibilité des transidentités, que ce soit dans les médias, dans la culture, dans les discours. Est-ce que vous pensez que cette plus grande visibilité fait qu'on vit moins de transphobie, ou au contraire qu'on est dans une période où, par cette visibilité, il y a aussi une polarisation, où ça peut se tendre et où... Je pense que là, en fait, le truc, c'est moi personnellement, donc en tant que mec trans, on en parle beaucoup moins. Je crois qu'il y a des gens qui savent même pas que ça existe. Donc ils sont peut-être même pas au courant que je suis une personne trans. Donc voilà. C'est surtout quand les gens le savent, en fait, je pense, que les violences commencent à arriver. Moi, je remarque qu'en termes de visibilité, oui, il y a beaucoup plus de visibilité, mais c'est pas pour autant toujours de la visibilité saine, ou dans le sens où on garde quand même des schémas classiques de visibilité qu'on avait depuis les années 70, 80, 90, où il y a toujours un côté un peu extravagant, hyper sexualisé et hyper féminisé qui est mis en avant pour montrer un peu le sensationnel de la transidentité féminine, qui reste une image fort ancrée dans l'imaginaire de manière générale. Et oui, non, c'est pas une visibilité qui est vraiment bénéfique, parce qu'elle a même l'effet inverse, où on voit de plus en plus de discours, justement, de gens qui proclament qu'on fait que parler de la transidentité, qui n'en peuvent plus, qu'il y a des conspirations wokistes ou je ne sais quoi. Alors que non, c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir, c'est juste que la visibilité qui est mise en avant, c'est de la visibilité à clic, parce que c'est ce qui fait générer du clic et du sensationnel, alors que, en toute objectivité, si on faisait un vrai reportage sur la transidentité, ce que c'est réellement, sans jouer sur tous les clichés, on s'ennuierait, quoi. Ce serait juste une vie normale où la seule différence, c'est que, ah oui, le matin, il faut prendre ses petits médicaments, sa petite pommade. De temps en temps, il faut aller voir le médecin comme tout le monde, il faut passer à la pharmacie, chercher une boîte de comprimés comme tout le monde. Et ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus sensationnel que ça. Oui, c'est ça. Et dans les constats que vous avez depuis tout à l'heure sur la manière dont on est en rue, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi dans les autres espaces publics, ou au contraire, là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu? C'est là, en fait, que ça rentre en jeu, parce que on est un petit peu, parfois, forcé de sauter. Donc moi, par exemple, j'ai une fille, donc il faut commencer à expliquer, oui, et elle est chez sa maman, non, elle est chez son papa. Ah, vous êtes deux papas, machin. Du coup, non, pas vraiment, mais il y a un moment, quand j'étais au travail, je parlais pas de ma fille, ni difficilement de mon copain, pour ne pas avoir des questions, justement, et devoir, parce que j'allais pas m'inventer une vie, on l'a adopté, machin, et après devoir se souvenir qu'est-ce que j'ai dit, ça n'avait aucun sens. Donc oui, il y a des endroits où on est parfois forcé de sauter ou pas, et du coup de ne pas révéler certaines choses de notre vie qui sont parfois importantes, quoi. Donc c'est ça. Voilà. Et toi, Ellie? Je pense surtout, et je remarque que ça dépend surtout à quelle étape on est de notre transition,
sans baliser la transition avec un début et une fin, mais il y a toujours une succession d'étapes qui fait qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus propices à des violences, que ce soit dans le milieu, pas dans la rue, que ce soit dans le milieu médical, dans le milieu social, scolaire ou peu importe. Et les 3/4 du temps, là où il y a le plus de violence, c'est quand il y a simplement, entre guillemets, une transition sociale, donc simplement changer d'apparence, etc. Là où, une fois qu'on a entamé une transition médicale et qu'elle est bien avancée, on a ce passing, donc on a cette attitude-là, féminine ou masculine, selon comment on transitionne, qui est beaucoup plus en avant, et il y a beaucoup moins de problèmes justement par rapport à ça. Aussi au niveau administratif, où une fois que nos papiers sont changés, le genre et le prénom, ce qui n'est pas obligatoire, hein. Il y a plein de personnes trans qui ne changent pas forcément de genre et de prénom, et c'est tout à fait OK. Mais cette succession d'étapes-là accumulées fait qu'au fur et à mesure, les violences sont de moins en moins impactantes et fréquentes parce qu'on se fond de plus en plus dans la masse. En tout cas, les violences transphobes, quoi. En tout cas, les violences transphobes, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi ça, une particularité, je pense, de la place des personnes trans dans la rue, c'est que ça dépend des personnes, mais aussi pour la même personne du moment de sa transition. Mais il y a toujours cette oppression, oui, du coup, à pousser la personne à ressembler à ou à suivre la marche pour ressembler à la norme, alors que c'est pas forcément ce que tout le monde recherche et ce dont tout le monde a besoin, quoi. Oui. Et t'abordais un peu la parentalité, ce qui est quelque chose qui est peu souvent abordé, la parentalité trans, mais pas en tant qu'avoir un ou une enfant trans, mais en tant qu'être parent et trans. Bah, moi, j'ai fait ma transition et mon coming out, donc ma fille avait déjà 10 ans ou plus. Donc ça a été, mais alors, il y a beaucoup de parents trans donc, qui ont déjà eu des enfants avant transition et qui sont déjà plus âgés, qui ne changent pas de titre, entre guillemets. Moi, pour ma fille, c'est toujours maman, mais avec les accords masculins. Donc ça amène à des situations très drôles à l'école, où quand elle doit expliquer oui c'est ma maman, mais non c'est il, ou alors quand on va dans une administration et qu'on me demande c'est pour Lison, oui, et vous êtes sa mère, donc la grosse voix, moi ça me fait un peu rigoler quand même. Donc ouais, c'est surtout ça, et c'est en fait cette parentalité qui fait que parfois bah oui on est ôté quand on est plus dans un environnement ou avec des collègues ou des personnes à qui on doit parler que dans la rue, finalement. Moi, avec Lison, on nous prend pour un couple, déjà. Sauf si elle crie après. De frères et sœurs. Sauf si elle crie après toi. Voilà, si c'est maman. Alors là, les gens peuvent se dire, ouais, c'est un peu... Quand on parle de traverser l'espace public, parfois on se pose la question est-ce qu'on aurait besoin de lieux de refuge dans la ville, donc que ce soit par exemple là dans le centre-ville de Namur. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez nécessaire, encore indispensable, d'avoir des lieux qui seraient un peu plus identifiés comme des endroits où en cas de harcèlement, en cas d'agression, on peut trouver un soutien, une personne, ou être simplement mise en sécurité? Élie? Je pense oui que c'est toujours pertinent, surtout quand on est, comme je disais, en début de transition, les bébés trans. Dans le sens où du coup on est beaucoup plus sujet à ce genre de violence et on a beaucoup moins les armes en main que pour pouvoir s'y défendre. Et donc oui, de la même manière que dans certains bars, enfin dans la plupart des bars maintenant quasi, il y a un peu des codes pour justement prévenir les barman d'une éventuelle agression ou quoi. Et du coup, là, il y a une mise à part qui est faite. Je pense, oui, c'est complètement pertinent d'avoir certains milieux où il y aurait ce même système de code un peu intrinsèque qui permettrait justement aux responsables, aux gérants, etc., aux barman ou peu importe, selon l'endroit, de savoir qu'est-ce qui se passe et de pouvoir mettre la personne à part pour justement éviter le conflit et temporiser le truc le temps que le danger passe et se tasse. Et juste par rapport à ces endroits et aux personnes trans, avoir des endroits où des personnes sont quand même bien formées à ces enjeux-là, parce que si c'est pour avoir une agression et puis rentrer dans le lieu et se faire mégenrer par une femme trans, être appelé monsieur et machin, c'est pas vraiment c'est encore rajouter une violence derrière un truc qui s'est passé, quoi. Donc si c'est bien fait, avec des gens qui sont bien informés et qui font pas de bêtises, oui, c'est pertinent. Et surtout une pluralité de lieux, pas juste un seul type de lieu spécifique comme soit des bars, soit des librairies ou que ça, pour que j'ai vraiment une universalité.
pas facile à dire, universalité de lieux, justement en fonction des différents types de profils, de personnalités, parce que tout le monde ne va pas dans les bars, tout le monde ne va pas dans les librairies, et ça permet justement d'offrir les endroits préférentiels à une pluralité de personnes. Et là, on parlait de lieux habituels qui sont là dans le centre-ville. Et en termes de lieux plus communautaires, est-ce que c'est des choses qui, pour vous, sont encore à développer ou seraient essentielles? Parce qu'on en a souvent peu pour les personnes trans. Oui, c'est essentiel. Moi, depuis que je fréquente donc, la Maison Arc-en-Ciel de Namur, qui est un lieu communautaire, c'est top, quoi. On se rencontre. C'est pas pour ça qu'on reste entre nous non plus. Hein. On a aussi des personnes extérieures qu'on fréquente, mais oui, c'est indispensable pour pouvoir parler de nos vécus ou quand on a des questions, ou même tout simplement partager un moment. Oui. Et pour toi, Ellie? C'est un peu comme tu dis, c'est au-delà d'un lieu de rencontre et de sociabilisation, c'est surtout un lieu d'information. Parce que c'est là que se concentre toute l'information pour justement pouvoir avancer sur le plan personnel par rapport aux questions de transidentité, ou même au-delà de ça, au niveau social, parce qu'il y a une certaine facilité de parler de ces choses-là quand on est avec des personnes qui comprennent ce dont on parle, sans devoir systématiquement devoir tout réexpliquer de A à Z. Y compris pour les plus jeunes. Y compris pour les plus jeunes, oui, c'est ça. Et à chaque fois devoir redébattre et réexpliquer que oui, j'ai besoin de ça, mais c'est pas par rapport à ça. Oui, c'est ça. Parce qu'heureusement, à Namur, il y a aussi un cercle de jeunes LGBT oui, qui est dans le centre-ville et qui est super utile pour ça. Ouais, merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé vos expériences, votre parcours. Merci à toi. Merci.